Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast. Comme je le répète à chaque intro, cette nouvelle saison est dédiée au leadership. Au fil des épisodes, justement, je vais recevoir des professionnels haïtiens au parcours et expériences vraiment très variées qui vous offriront une perspective différente mais assez concrète sur le leadership, le bien-être, et aussi la réussite. Aujourd'hui, nous avons avec nous un visage familier. J'ai avec moi Émile Pantaléon qui, au cours de la première saison, était notre expert en assurance qui répondait à vos questions et aussi alimenter les discussions avec les différents professionnels de la santé. Aujourd'hui, nous allons voir le parcours derrière le professionnel, ce qui a fait de lui cette personne qui a toutes les réponses maintenant. Monsieur Pantaléon, un plaisir de vous avoir avec moi aujourd'hui. Bonjour Daphné, c'est vraiment un plaisir de retourner sur ce plateau et d'offrir à notre public le parcours peut-être qui était jalonné de plusieurs expériences, et je pense que ce sont ces expériences, ce sont ces rencontres généralement qui nous construisent tout au long de notre parcours professionnel. Vous avez commencé vraiment très jeune et d'après ce que j'ai pu comprendre, c'était un petit peu grâce à une opportunité, donc c'était pas forcément programmé. Vous étiez alors étudiant en sciences économiques et puis soudainement vous êtes dans les assurances. Aidez-moi comprendre. Très bien Daphné. Vraiment, c'était une expérience assez insolite. J'étais à la faculté de droit avec mes anciens camarades, particulièrement du lycée Anténor-Firmin où j'ai fait toutes mes études secondaires. Donc, et il y a un d'entre eux qui, justement, allait à une séance de formation sur les assurances. Et puis, il est venu, il a partagé l'idée avec moi. Il a dit, mon cher, qu'il a été à une formation pour former des agents en assurance, donc il ne comprend même pas ce que ça veut dire, les assurances. Il était totalement découragé. Je lui ai dit, eh bien, ok, j'irai avec toi demain, juste pour l'encourager. C'est comme ça que je me suis retrouvé à suivre cette première séance de formation sur les assurances. J'étais alors en 3e année à la faculté de droit et des sciences économiques. Et puis voilà, je ne savais pas que ça allait devenir définitivement le fil de toute ma carrière professionnelle. Mais est-ce que alors, déjà à ce moment, vous aviez déjà quelque chose en tête que vous souhaitiez faire ou vous étiez tout à fait ouvert aux opportunités? J'étais ouvert aux opportunités. En fait, en sciences économiques, on avait déjà, et à l'époque, c'était très actif, et les étudiants, période 86, après 86-88, après pratiquement post-Duvalier. Donc, les étudiants étaient très ouverts à des idées néocolonialistes, etc., des idées Fonds monétaire international. Donc, on était très actifs. Je n'avais pas vraiment quelque chose en tête. On s'était dit, après qu'on allait travailler dans une entreprise quelconque. D'autant plus, les sciences économiques, c'est quelque chose qui est assez transversal. On peut se retrouver dans n'importe quelle institution. Donc, voilà, donc je ne savais même pas qu'il y avait quelque chose qu'on appelle assurance qui existait dans le domaine financier, si je peux dire ainsi. Donc, comment s'est fait cette première rencontre avec ce qui en fait est devenu un petit peu comme votre carrière? Des années plus tard, vous êtes resté dans ce domaine-là. Alors, comment cette première rencontre, est-ce que dès lors vous avez senti, bon, c'est ce que je vais faire, ou vous avez eu besoin d'être convaincu un petit peu? En fait, j'ai été, je me rappelle très bien, on a été à la Russie, et c'était M. Emmanuel Sanon qui était un agent général d'assurance. Il a travaillé au Canada et à New York Vie au Canada, et puis qui était rentré, il était agent général pour Alico à l'époque en Haïti, et il voulait former des jeunes. Il avait recruté des jeunes universitaires à l'INAGUE et à la faculté de droit, etc., juste pour leur donner une première formation comme agent d'assurance pour aller démarcher les assurances dans toute la zone. Donc, ce premier contact, et d'abord, je n'avais pas vu le côté vraiment qui va répondre aux besoins de la population. C'était juste pour moi un outil de vente pour pouvoir faire un peu d'argent, pour gagner un peu d'argent. C'est comme ça qu'on présentait. Bon, mais à 21 ans aussi, c'est bon, déjà... à 21 ans, comme tu dis, j'étais très jeune, 21, 22 ans environ. Donc, c'était vraiment un outil pour pouvoir vendre et gagner un peu d'argent.
Et comme dans la zone, il y a beaucoup d'écoles dans toute la zone, Russis, etc. Et donc, Bois-Vernat, donc, je me suis dit, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose d'une assurance scolaire, par exemple? Et justement, parce qu'on avait toutes ces écoles autour de nous. Donc, à l'époque, c'était l'assurance funéraire qu'on nous présentait. Et puis, c'est ainsi que je me suis présenté au directeur, à M. Emmanuel Sano, et je lui ai dit, mais tiens, nous avons plein d'écoles tout autour de nous, pourquoi ne pas nous proposer quelque chose comme une assurance scolaire? Et puis, cette curiosité l'a intrigué. Il m'a dit, mon cher, et je pense que tu es un type intéressant. Peut-être on devrait regarder ensemble. Je ne m'y connais pas en assurance scolaire, on n'a pas ça. Mais on peut regarder pour voir qu'est-ce qui est offert sur le marché au niveau des assurances scolaires. Et c'est ainsi on a commencé effectivement à travailler. Donc, il m'a dit, tiens, tu vas être mon premier employé que je vais recruter parmi ces étudiants parce que définitivement, l'idée de trouver des besoins qui correspondent à notre environnement immédiat, ça vraiment l'avait touché chez moi. Mais honnêtement, là encore, je n'avais pas d'idée que c'est quelque chose qui allait effectivement, de manière profonde, me marquer et réveiller en moi une certaine empathie que je ne connaissais pas encore. Non, mais là, à vous écouter dire ça, moi, juste ça, la chose qui me marque, c'est qu'en fait, il y a quelqu'un qui avait déjà vu le potentiel en vous. Exact. Emmanuel, je dois dire, c'était comme un père spirituel, un mentor pour moi à l'époque. Et ce qui m'avait frappé, c'est quelqu'un qui était très aiguisé dans la vente d'assurance. Et vraiment avec plus de 15 ans d'expérience au Canada dans la vente d'assurance. Et là, il m'avait invité à l'accompagner dans différentes présentations. Voilà que je me retrouve, un jeune qui l'accompagne à faire des présentations dans certaines entreprises. Et puis là, je le regardais, son aisance, sa facilité de parler, de communiquer avec les gens, sa facilité de les mettre en confiance et de les présenter le produit. Donc, en fait, j'étais en train d'apprendre de lui sans le savoir. Et c'est ce côté qui m'avait beaucoup marqué. Et quelque part, je me suis mis un peu à l'imiter, à utiliser ses approches, à utiliser son argumentation. Lorsque moi-même, il ne pouvait pas se rendre, il me demandait d'aller rencontrer certains clients potentiels pour pouvoir les expliquer quelque part et les produits d'assurance. Mais c'était surtout de l'assurance de personnes, assurance maladie, assurance funéraire qu'il vendait à l'époque. Donc, maintenant, on va parler de l'évolution. En fait. Donc, vous avez travaillé avec lui pendant plusieurs années avant de vous retrouver dans le public. C'est comment que cette transition-là s'est faite? Parallèlement, je peux dire à Excelsior Assurance, c'était comme ça sa compagnie d'assurance s'appelait. Donc, on avait choisi aussi de prendre des cours sur les assurances parce qu'il était un agent d'assurance. Il n'avait pas vraiment une formation de gestionnaire de compagnie d'assurance. Donc, on avait pris un cours à distance à l'OMA. C'est Life Office Management Association aux États-Unis à Georgia. Donc, on a suivi des cours par correspondance. Et au bout de 4-5 ans, donc on avait décroché, lui et moi en même temps, on avait décroché un bachelor en gestion de management de compagnie d'assurance, mais des assurances de personnes. Parallèlement, sa femme était infirmière de profession, avait un doctorat en nursing et je travaillais au niveau du département des réclamations. Et j'étais un peu comme enquêteur, ça veut dire je devrais me rendre dans les hôpitaux, aller rencontrer les hôpitaux, vérifier effectivement si les gens étaient malades, etc. Est-ce qu'il y a un abus au niveau des soins ou bien est-ce qu'il y a une surconsommation. Donc, je visitais pratiquement beaucoup d'hôpitaux de la place à chaque fois qu'on savait qu'on avait un assuré quelque part. Donc, je me suis rendu, imaginez, je prends camionnette pour me descendre jusqu'à Carrefour, pour m'aller dans l'hôpital adventiste de Carrefour. Et puis après ça, remonter, mal l'hôpital français, mal regardé. Donc, mal l'hôpital Saint-François de Sales, parce qu'à l'époque, c'était ces hôpitaux pratiquement qu'il y avait dans toute la zone. Donc, j'ai essayé ton travail de terrain, je me suis retrouvé à flâner, prendre camionnette, monter, descendre, des Carrefour, tout en bas centre-ville là. Finalement, les hôpitaux, les médecins, ils ont tout fini habitué avec, depuis on reparaît, je dis, bon, mais les assurances etc. Je viens à contrôler qui s'est gagné, commencé dans l'hôpital là.
Mais les m'entrer dans le bureau, hein, sa femme vraiment prenait le Marlène et vraiment et elle prenait le temps de m'expliquer les termes médicaux. Elle prenait le temps de m'expliquer la démarche thérapeutique, comment faire pour la prise en charge dans différentes sous-spécialités, etc. Parce que elle avait une école, la première faculté d'infirmière d'Haïti. Et donc, elle enseignait très bien. Et c'est elle qui m'a transmis vraiment cette passion pour les soins de santé. Et c'est avec elle où je peux dire quelque part ma formation, surtout en assurance maladie, en traitement des réclamations, je peux dire que c'est avec elle que ça a été aiguisé quelque part. Donc vraiment, je peux dire que c'est un couple qui, tant sur le plan de la vente d'assurance que sur le plan de la gestion particulièrement des réclamations et gestion de portefeuille d'assurance, je peux dire que cette première expérience m'a beaucoup marqué et quelque part a tracé la ligne qui allait conduire et tout le reste de ma carrière. Parce que bon, finalement, même si vous avez traversé vers le public, vous êtes toujours resté dans les assurances. Donc, un jour, j'ai vu une annonce dans les journaux où on voulait recruter quelqu'un pour gérer un portefeuille d'assurance. À ce moment, j'avais déjà mon bachelor en gestion de portefeuille d'assurance. Et je me suis dit, tiens, bon, voilà un nouveau défi. C'était un portefeuille de 7-8 000 personnes. Et j'ai envoyé mon CV et je me suis présenté à l'entrevue. À ma grande surprise, c'était le ministère de la Santé publique qui voulait justement recruter quelqu'un pour gérer le portefeuille de l'État haïtien. Donc c'est qu'il n'avait pas, c'était pas connu qui est-ce qui recrutait, c'était juste... Non, c'était dans les journaux, on n'avait pas vu que c'était le ministère, justement. Et là, je me suis dit, OK, c'est quoi exactement? C'est que le ministère de la Santé publique avait l'un des plus gros portefeuilles et au niveau de l'État haïtien, après le ministère de l'Éducation nationale, le ministère de la Justice. Donc, c'était les médecins, les infirmières sur tout le territoire. Donc, on avait besoin de quelqu'un qui se connaissait déjà dans les assurances et pour pouvoir gérer ce portefeuille. Et là, je me suis retrouvé dans le secteur public à continuer cette expérience, cette aventure au niveau des assurances. Donc, en fait, vous avez vu une annonce dans le journal, vous avez répondu et vous avez été effectivement recruté. Parce que très souvent, on nous dit, il faut il faut passer par tel chemin. Donc, en réalité, je ne savais même pas que c'était le ministère. Donc, je pense, ils étaient tout étonnés de voir quelqu'un qui avait déjà une expérience dans les assurances, qui avait des papiers, son diplôme, etc. Donc, mais encore assez jeune aussi, une personne assez jeune. Assez jeune. Et donc, effectivement, donc, je pense que c'était la direction de développement des ressources humaines, DDRH, et à l'époque qui était dirigée par le docteur Guito Jean-Pierre. Et je peux dire, bon, c'était une surprise. Je ne connaissais personne au niveau du ministère. Donc, il m'a recruté et on a passé vraiment 4 belles années ensemble et j'ai fait vraiment une expérience très enrichissante, je peux dire, avec le ministère. J'étais vraiment très satisfait de mes 4 années passées au ministère de la Santé publique où j'ai pu découvrir tout le secteur, le système sanitaire haïtien. J'ai fait pratiquement le tour de tous les hôpitaux départementaux du pays, pratiquement sans exception. J'ai été dans les directions départementales pour rencontrer les employés, les expliquer le processus d'assurance. Donc, c'était quand même un travail. Pendant la première année, je passais beaucoup plus de temps à me rendre dans les différents départements pour pouvoir rencontrer et présenter. Et ça m'a permis vraiment de comprendre toute la structure sanitaire du pays. Et même, j'étais assez impressionné de voir, à l'époque déjà, l'Artibonite avait même des hôpitaux communaux. Non seulement il y avait l'hôpital départemental, la Providence, mais il y avait dans chaque commune, parce que c'était un département pilote pour le ministère. Dans chaque commune, il y avait un hôpital communal. Il y avait un hôpital communal et à Marchand, à Lester, etc. Donc, et là, je pouvais voir la proximité vraiment avec la population au niveau des communes, comment c'était extrêmement important.
parce que des gens marchaient plusieurs kilomètres pour se rendre à l'hôpital départemental avec cette proximité avec les hôpitaux communaux. Donc, c'était beaucoup plus facile pour la population. Donc, on peut dire que c'est pas par hasard que M. Patalien prend la parole dans des conférences, dans des débats pour parler d'assurance. C'est des anciens amis. Une très bonne compréhension du terrain, des réalités, en termes que ce soit pour les hôpitaux, que ce soit pour les problèmes de santé, en fait, pour Haïti. C'est justement, et c'est là où je suis vraiment très reconnaissant de cette expérience avec le ministère. Vraiment, j'ai pu rencontrer même les étudiants qui étaient en résidence et comprendre la structure de la formation des résidents, etc. Donc, vraiment, j'étais au cœur de la direction des ressources humaines, comprendre et toute la chaîne des ressources du ministère, commençant par les agents de santé, les auxiliaires, les infirmières, les médecins, comment cette chaîne était assez importante pour pouvoir toucher la population, même dans les zones reculées. Donc, vraiment, c'était une expérience qui m'a fait quand même découvrir un autre côté beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus humain chez moi, que je ne connaissais pas, mais aussi d'être conscient des problèmes de santé de la population. Mais bon, en rejoignant l'AIA ici en 2003, vous avez fait, c'était une décision d'aller maintenant, de retourner vers le privé, de rejoindre une entreprise qui avait une vision assez différente. Exact. Et déjà, je peux dire, au niveau du ministère, tu sais, il y avait déjà beaucoup pas vraiment de conflits, mais la politique s'y mêlait un peu, et il y avait beaucoup de changements au niveau du ministère, il y avait une nouvelle équipe, etc. Donc, là, je voulais, et ce qui m'avait impressionné, j'ai vu un jour dans les journaux une compagnie d'assurance qui publiait un article pour expliquer le processus des assurances. Ça m'avait étonné parce que les assurances étaient restées comme quelque chose vraiment vraiment caché, où on ne parlait pas de ça du tout dans le pays, sinon que des agents d'assurance ou les courtiers qui allaient faire des présentations pour un client, mais il n'y avait pas d'annonce dans les journaux, il n'y avait pas de prise de parole publique sur les assurances. Et ça m'avait frappé de voir que quelqu'un a écrit un article, pratiquement presque une page dans le Nouvelliste, pour expliquer le processus des assurances, même si c'était à l'époque sur les assurances automobiles, sur les assurances de maison. Et là, je me suis dit, waouh, ça me frappait et ça attirait mon attention. J'ai regardé l'adresse, j'ai regardé s'il y avait une référence et j'ai envoyé mon CV justement à l'adresse que je voyais. Et j'ai appelé au téléphone, j'ai pris un rendez-vous, je ne sais pas qui m'avait répondu à l'époque. Et donc, c'est comme ça que j'ai obtenu un rendez-vous, un entretien, et je peux dire d'embauche. Je ne savais même pas que c'était l'AIC. Donc, c'était la première fois où j'ai rencontré M. Olivier Barrault, qui me passait l'entrevue. Et puis, au contraire, il avait appelé d'autres collègues pour venir. Et à l'entrevue, me questionnait, me demandait, voilà, qu'est-ce que tu vas faire, etc. Comment vous allez faire, etc. Et là, et après cet échange, donc, il m'a dit, très bien, je pense que nous allons commencer une nouvelle aventure ensemble. Dans tout ce que vous dites là, j'ai pu remarquer que vous avez il y a un parcours avec des changements, donc ça veut dire que vous avez pris des décisions à un certain moment. Parce que vous aviez certes commencé avec Excelsior, mais à un moment donné, vous vous êtes dit que peut-être que c'était le bon moment où vous avez vu passer une opportunité, vous vous êtes senti prêt pour saisir cette opportunité. Donc ça veut dire que ce sont des décisions que vous avez prises et qui vous ont conduit là où vous êtes aujourd'hui. Mais qui faut penser que vous êtes prêt pour faire changement ça. Parce que des fois, il y a des gens qui commencent avec une entreprise et qui font carrière là et qui ne changent pas. Et au fait, c'est pas forcément mal. Mais par contre,
vous avez fait des changements qui vous ont permis un petit peu d'avancer plus dans votre carrière. Et cette prise de décision, c'est quoi les motivations? Comment ça s'est fait? En fait, si je commence avec Excelsior, et quelque part, j'ai senti que la compagnie plafonnait un peu. J'ai senti la compagnie plafonner et il y avait beaucoup de concurrence. La concurrence était très, très féroce et à l'époque très difficile. Et surtout pour le marché des assurances collectives, assurances maladie collective. Donc j'ai senti que la compagnie plafonnait un peu. On ne continuait pas à grandir. Et parallèlement aussi, ils investissaient dans d'autres choses et comme le collège Excelsior, donc le temps était partagé. Donc, et c'est là où je me suis dit, bon, il me faut un autre défi. Donc, et lorsque j'ai vu l'annonce où on allait gérer maintenant, passer d'un portefeuille qui était à peine 3000 personnes à un portefeuille de 8000 personnes. Donc, c'était ce défi de pouvoir grandir et faire une expérience avec une plus grande société, donc qui m'avait poussé quelque part. Avec le ministère de la Santé publique, effectivement, il y avait tout ce côté politique qui prenait un peu le dessus sur l'aspect technique. Je me suis dit, bon, j'ai fait mon service social parce que j'ai étudié au lycée, j'ai fait mes études à la faculté de droit et des sciences économiques, donc je devrais rendre à l'État ce que j'ai reçu de l'État. Donc je me suis dit, j'ai fait mon service social, maintenant allons pousser plus loin et l'expérience. Effectivement, je n'avais pas vu ça comme si il y avait quelque chose qui me motivait, mais c'était de pouvoir faire une autre expérience, de pouvoir grandir au niveau de ce que je pouvais apporter à la population, surtout de pouvoir apporter aux assurés, d'avoir beaucoup plus d'impact, de toucher beaucoup plus de personnes. C'est vrai, le portefeuille de l'État haïtien, c'était un portefeuille extrêmement important. Oui, parce que c'était à peu près 80 000 assurés. Donc, parallèlement, j'étais avec le groupe Santé Plus aussi, parce que le ministre m'avait mis à la disposition du groupe Santé Plus pour gérer les aspects d'assurance, particulièrement les réclamations. Mais je pense que faire cette expérience au niveau du privé, il y avait quelque chose qui m'a attiré. Mais je peux dire, ma première conversation avec Olivier m'avait beaucoup frappé parce qu'il m'avait présenté une vision de quelqu'un qui voulait faire de grandes choses au niveau des assurances. Et ça m'avait frappé. Je me suis dit, tiens, OK, je veux faire cette expérience. Donc, je comprends que vous avez toujours été vers les challenges, mais aussi vous êtes formé, vous avez suivi beaucoup, outre les études que vous avez déjà complétées, les études universitaires, etc., vous avez aussi beaucoup de formations spécialisées. Exactement. Vraiment, ma première expérience, c'était sur le tas, comme agent d'assurance avec Emmanuel. Ensuite, on a pris des cours à l'OMA. Mais je peux dire, ma formation professionnelle dans le domaine des assurances va prendre vraiment toute une autre allure avec la AIC. C'est avec la AIC, effectivement, que cette quête sans cesse de formation, et ce n'était pas de la formation pour la formation, et parce que ce qui me frappait, c'est que il y avait cette vision de pouvoir apporter de nouvelles solutions, de pouvoir apporter de nouveaux produits d'assurance en Haïti. Et ça me fascinait. C'était la vision de la AIC de pouvoir offrir de nouvelles opportunités, de nouvelles solutions, de nouveaux produits pour répondre aux différents problèmes de la population. Donc, ce côté m'avait aussi fasciné et c'est comme ça qu'on s'est mis à chercher des formations un peu partout à l'extérieur. Donc, ça nous a envoyé en France pour apprendre les techniques actuarielles, pour développer des produits d'assurance vie. Il n'y avait pas d'assurance vie locale sur le marché, c'était uniquement la National Western Life. Et là, donc, on a pris la formation en technique actuarielle pour développer des produits d'assurance vie. Donc, on a été aussi, quand on a vu en France qu'il y avait la banque assurance, on était fascinés par ça. Et on s'est dit, allons lancer la banque assurance. Et
je ne sais pas par quelle magie, Olivier a pu trouver la BNC. La BNC a accepté de lancer la première banque assurance en Haïti, donc avec des produits d'assurance vie plus les produits d'assurance YOD. Et on a été abordé par la Foncosé, qui nous a demandé est-ce que nous avons des produits de micro-assurance. On a dit micro-assurance, on ne savait même pas qu'il y avait de la micro-assurance qui existait. Et on s'est rendu ensuite, il nous a mis en contact avec Greg Churchill, qui était l'un des pionniers au niveau international sur la question de formation en micro-assurance, mais aussi de développement de produits de micro-assurance. Donc, on a été dans une conférence sur la micro-assurance. Et c'est là, dans cette conférence, c'était à Rio, et où l'idée de lancer Protecta est venue. Donc, l'idée de Protecta est née à Rio. Donc, c'était Olivier et moi qui avons participé à cette conférence. Donc, on est retourné, on a développé un produit de micro-assurance pour la Foncosé. Vraiment, il y avait beaucoup d'activités et la Foncosé était pratiquement présente sur tout le territoire. Donc, on montait une équipe, on formait. Et il y avait Marc, il y avait pratiquement un Français qui acceptait de venir faire une formation pour nous en Haïti sur la micro-assurance. Et c'est ainsi qu'on a fait pratiquement le tour du pays avec la Foncosé pour faire des enquêtes, mais aussi pour expliquer les gens sur la micro-assurance, les différents marchands, les officiers de crédit de la Foncosé. Vraiment, ça a été une activité très intense où on a fait une tournée internationale, une tournée nationale, et que ce soit pour lancer Protecta, mais aussi pour renforcer l'idée de la micro-assurance avec la Foncosé. Donc, vraiment, c'était comme quoi nous pas de guéder chita, nous avons essayé de trouver toutes solutions possibles. Et en 2009, on nous parlait d'une formation sur l'assurance agricole, etc. Nous dit assurance agricole, assurance bétail. Là, en 2009, nous dit nous allons. Donc, je me rappelle, on a été en Inde avec Roton qui a fait une formation sur les assurances agricoles. Dans le marché en dehors, Chennai, dans le sud de l'Inde. Tomber marché, aloué bœuf, aloué cabrit, etc. Regarder champs de couleurs et ces animaux pour nous voir comment on est capable d'identifier yo pour assurer yo. C'est à ce moment qu'on voyait qu'on mettait des tags au niveau des oreilles de ces animaux pour pouvoir les identifier. Donc vraiment c'est comme quoi on allait d'aventure en aventure et on s'est retrouvé ensuite à Nicaragua pour aller chercher encore des formations sur le domaine d'assurance agricole. Il n'y avait rien d'assurance agricole dans le pays, mais c'est comme si on sentait que ça allait vraiment apporter quelque chose au pays. Et donc, toute cette formation, finalement, on ne savait même pas quand est-ce qu'on allait les mettre en pratique. Si jamais on aurait l'opportunité de les mettre en pratique, mais on s'était dit, mieux vaut avoir cette formation localement, avoir quelqu'un qui a cette formation localement. Lorsque l'opportunité se présentera, au moins on sera déjà prêt. Donc, vraiment, il y avait beaucoup d'activités et à l'époque, je me rappelle, c'était une équipe et sans cesse n'a pas monté descendre. Et donc, en 2011-2012, il y avait pratiquement la coopération canadienne qui voulait faire une expérience en assurance agricole. Nous dit bon, mais opportunité. Hein? Donc, les yo gardé, c'est seul nous-mêmes qui te gagné une certaine expérience avec formation dans question assurance agricole. Donc, on a travaillé avec eux sur le développement d'un produit assurance récolte. Nous avons une belle équipe. Isabelle, Winner Morissette, avec Jika, Jean Kellens. Vraiment, c'était une équipe. Et puis, nous monter, nous descendre dans la Tibonite, dans le planter, nous tomber dans le jardin, quand nous plaît la boue. Donc, vraiment, nous te battre comme nous un pied. Nous aller dans différentes associations de planteurs pour nous parler de l'assurance, etc. Mais à l'époque,
Il n'y avait pas d'argent, c'était pas vraiment. Parce que la coopération canadienne, c'était de manière volontaire qu'on accompagnait la coopération canadienne. C'est pas que la coopération canadienne nous payait, du tout pas. Donc, mais c'était vraiment de participer et d'apporter quelque chose vraiment à l'économie nationale. Nous sentis que planteurs, les font perdre parce que raté manger jardin du Rio ou bien parce que t'es un problème quelconque. Et puis, on les a remboursés, comme si nous contents, nous dit voilà les résultats. Et ça, c'était justement pour te convaincre gouvernement, pour te convaincre pays, pour te dire oui, ça peut marcher en Haïti. Donc, vraiment, c'était... Mais à vous écouter, je vois la curiosité d'abord, mais aussi une passion pour ce que vous faites. Et cette constante envie d'apprendre, de mieux maîtriser le domaine. Donc, là, jusqu'à présent, des fois, il y a des gens, quand ils travaillent pendant très longtemps dans un domaine, à un certain moment, ils s'essoufflent. Ouais. Ou bien, ils sentent que bon, ils ont fini, bon. Alors que vous ne donnez pas cette impression-là. Et qui ça fait ou différent? Deux bagailles vraiment qui toujours motivé nous. La première chose, c'est ça nous relève impact plus-value que nous, ouais, nous porter réellement dans la vie au monde et impact ou plus-value que nous, ouais, nous porter dans l'économie pays. Ça, c'est un bagaille qui était plus satisfaction nous. Moi, je dit ça, quand on parle de la micro-assurance, je peux vous dire, il n'y a pas beaucoup d'argent dans la micro-assurance. C'est pas comme quoi on gagnait beaucoup d'argent. Et là, nous parlons des assurances où on nous paie 1000 gouttes, 2000 gouttes, etc. Donc, c'était pas vraiment beaucoup. Mais par contre, quand on regarde la différence que ça apportait dans la vie des gens, les n'a gardé nous, il y a un monde qui prend assurance funéraire, c'est son demi-carrotel par vendre pour le faire enterrement parce que nous-mêmes nous payons enterrement directement pour les mêmes. L'en garder nous que un monde qui gagne jardin, li perdit jardin et puis nous moun au lieu de décourager l'aller font l'autre bagaille, li descend Port-au-Prince vinn al travail etc. nous remboursement nous balayer permettre li acheter li refaire jardin là. Vraiment ça te convainc nous. C'est peut-être ça. Si nous regardons bien, après que nous insistons beaucoup sur le taux d'utilité du produit. Qui ça réellement, ça nous offre comme service, l'hypothèse d'utile dans la transformation de la vie moun sa. Qui changement le poté dans la vie moun sa sur le plan social, dans le sens de croissance que l'IC a gagné la Kaili. Donc je pense que c'est cette passion qui nous a animés pour nous sentir que nous faisons une différence vraiment dans l'économie paysanne, nous faisons une différence dans la vie des gens. Donc, satisfaction moun yote, satisfaction par nous. Vous avez parlé un petit peu tout à l'heure de la première entreprise pour laquelle vous avez travaillé. Vous avez eu l'impression qu'à un certain moment, là, ça stagnait. Est-ce que pour vous, dans votre carrière, à aucun moment, vous n'avez eu cette impression pour vous-même? Et en fait, je pense que c'est ce côté sans cesse de trouver de nouvelles solutions. Donc, je ne me pas senti m'ennuyer du tout. Même aujourd'hui, peut-être après plus de 30 ans de carrière, on est en quête de nouvelles solutions encore pour la population. On est en quête de nouvelles solutions pour le pays. Donc, et ça continue à m'animer avec même passion, même zèle là. Et donc, il n'y a jamais eu un moment où vous avez eu un petit peu d'incertitude pour dire est-ce que vraiment que j'ai fait le bon choix? Est-ce que bien côté mien vraiment? Est-ce que ça a passé dans la tête moi? Et quelque part, moi, je pensais que je me suis convaincu que l'assurance, effectivement, c'est quelque chose qui est extrêmement important et dans la vie des ménages et dans la vie de la population. Donc, ça m'a convaincu que j'ai fait effectivement le bon choix. En 2012, après le tremblement de terre, on s'était dit, waouh, comment est-ce que nous allons vraiment aider cette population à changer de mentalité? C'est-à-dire avoir une nouvelle culture, une culture d'assurance, une culture de prévoyance, de planification, et non pas de fataliste. Et c'est pas comme quoi il y a tant, il dit ah bon Dieu bon, il pas privé, faut planifier. Donc
Et là, nous dit tête nous, il faut un changement, une transformation générationnelle. Donc, nous dit tête nous, en aller vers le secteur de l'éducation. On a commencé par mon qui plus proche et qui c'est les universitaires. En 2012, et je me rappelle très bien, donc on a signé un partenariat avec l'université Quisqueya pour commencer à offrir des cours sur les assurances. On a signé un partenariat avec le CTPEA pour commencer, pour former notre personnel et aussi pour donner un espace de stage aux étudiants sur les assurances pour être capable de faire stage en dedans et ici pour comprendre les mécanismes d'assurance. Donc, et depuis 2012 à nos jours, c'est AIC qui paye fort professeurs pour aller faire cours. Donc, c'est un professeur. Donc, et ça, vraiment avec un pile passion. Et c'est comme si on sent qu'il y a une vocation de préparer la relève de demain, de préparer cette nouvelle génération qui pourra arriver, qui pourra prendre leadership pays ça et qui pourra comprendre que l'assurance là sont un outil qui est extrêmement important pour non seulement qui a contribué à développement paysan mais qui a contribué à la protection yo même ménage yo famille yo. Donc et jusqu'à présent moi convaincu de ça et que pas de doute dans tête ouais que assurance c'est un des outils qui va permettre que vraiment nous arriver à contribuer à développement pays ça réellement. Vous avez plus de 30 ans de carrière dans le même domaine, enfin, vraiment. Mais quand vous aviez commencé, c'était pas peut-être quand vous aviez intégré l'université, c'était pas vraiment ce à quoi vous destiniez. Mais par contre, vous l'avez essayé, ça vous a réussi, vous êtes là. Est-ce que maintenant, on peut voir cela comme une réussite? Est-ce que l'idée que vous faisiez de la réussite à l'époque et comment vous voyez la réussite maintenant, qu'est-ce qui a évolué entre-temps dans ces deux conceptions? Très bien. Pour moi-même, entre-temps, lorsque j'ai commencé, pour moi, le plus important, c'était de pouvoir d'avoir un travail où je peux faire quelque chose que j'aime, mais aussi de gagner ma vie, ça c'est sûr. Donc, c'était la première chose. Et par contre, on a trouvé cette passion pour pouvoir apprendre pour venir adapter ces solutions en Haïti. Donc, pour moi, à un certain moment, cette formation pour trouver de nouvelles solutions et l'adapter en Haïti était le plus important à un certain moment. Donc, tant que nous avons battu nous, monter, descendre un peu partout. Chaque fois, nous avons une conférence, un séminaire sur un produit, un nouveau produit quelque part. Donc, on était toujours à l'avant-garde pour aller prendre ça. Donc, à un certain moment, si je dis conception de réussite a évolué, dans un premier temps, c'était gagner ma vie. Dans un second temps, c'est vraiment me former pour pouvoir proposer de nouvelles solutions au pays. Donc, cette quête de connaissances et pour pouvoir apporter des solutions. Mais honnêtement, pendant ces 10 dernières années, je peux dire ma conception sur la réussite a beaucoup évolué. Pour moi, le plus important, c'est l'impact vraiment que j'ai eu dans la vie des gens autour de moi. Nous avons appris à partir de 2020 et 2019-2020, Covid, l'expérience de Covid m'a fait me rapprocher davantage de beaucoup de médecins pour travailler ensemble avec eux sur certaines solutions au niveau des assurances. Et j'ai compris aussi que c'était plus important de travailler directement avec les gens eux-mêmes. Donc, on faisait beaucoup de focus group, d'aller rencontrer les gens pour développer des solutions pour eux. Donc, déjà, en travaillant avec les prestataires, en travaillant avec les partenaires, en travaillant avec les clients eux-mêmes sur le développement du produit, de la solution. Donc, non seulement ça me permettait de présenter, d'offrir quelque chose qui répond réellement à leurs besoins, qui fait une différence dans la vie, mais yo même tout, ni moi-même, ni yo même, nous apprendre. Parce que nous travaillons ensemble sur le développement
une solution par rapport à problème que nous avons. Donc, pensez pendant ces dernières années, donc, toute notre approche a changé. Nous pouvons plutôt aller rencontrer mon chita, discuter avec eux, pas venir à une solution tout faite pour eux. Parce que là, chita, on travaille ensemble avec mon ou travaille avec partenaires, ou travaille avec eux. Yo grandi et solution qu'on peut avoir, les sont solutions qui adaptées réellement et qui font différence. Aujourd'hui, notre conception est claire. C'est quel impact. C'est pas qui quantité et l'argent nous fait. D'ailleurs, pendant ces dernières années, nous pratiquons une situation pays fait que compagnie pas fait trop revenus. Au contraire, nous sommes en train d'user de nos réserves. Mais par contre, c'est qui impact que nous fait sur population, qui impact nous fait sur partenaires nous qui avec nous, qui impact nous fait avec prestataires qui avec nous cap marché. Et ça pour moi c'est réussite là, c'est impact que nous avons quitté et sur environnement nous, sur population, sur clients. Donc vous avez parlé d'Emmanuel Sanon, de Marlène Sanon, qui vous ont pris sous leurs ailes et qui ont largement contribué à faire de vous ce que vous êtes aujourd'hui, en vous insufflant peut-être l'amour de la profession. Donc, vous, aujourd'hui, vous êtes professeur, donc ça veut dire que d'une certaine manière, la transmission est en train de se faire. Et qu'est-ce que vous diriez à un jeune qui est encore au début de son parcours? Très bien. Définitivement, c'est extrêmement important au début pour un jeune. Donc, d'abord, il faut faire quelque chose que vous aimez. Donc, quand vous aimez quelque chose, comme on dit, rien de grand ne se fait sans amour, sans passion. Donc, peu importe le métier que le jeune choisit, peu importe. L'amour de ce qu'il fait et la passion pour ce qu'il fait, il n'a pas même senti tout effort pour le faire, pour le grandir, pour l'améliorer, la donner, parce que l'a fait avec un pile amour. Et même si c'est musique, on aime, il est passionné, il fait recherche, il a essayé de regarder comment il est capable d'améliorer tout le bagage. Donc, et c'est ça, la première chose. Amour pour son faire a fait que ou sans cesse à chercher à améliorer ou davantage dans ça qu'on va faire. La deuxième chose, vraiment c'est important d'avoir et peut-être des coachs qui sont capables d'accompagner. Parce que ce qui se passe, c'est que souvent, quand tu as quelqu'un qui a déjà fait le parcours, qui connaît déjà et qui a fait des expériences, là où apprendre de lui-même, ça fait éviter qu'on pas fait des erreurs, lui permettre que ou capable et grandir plus vite. Et c'est ça que moi j'ai retrouvé la caille Emmanuel Sanon, c'est ça que j'ai retrouvé la caille docteur Guito Jean-Pierre, que j'ai retrouvé quelque part ensemble avec et ici avec Olivier, côté que il y a des bagages nous partager et expérience une servi pour l'autre là et qui permettent que nous capables aller plus loin, plus bien. Donc, vraiment, et la passion, mais aussi apprendre de ceux qui ont réussi, c'est extrêmement important. Et pour aller au final, quel que soit le domaine où il est, réussite là venir tant sur le plan financier pour vous-même que aussi sur le plan d'impact qu'on a gagné, qu'on a porté dans la vie monde autour de vous-même. Et pour finir, est-ce qu'il y a une règle assez simple peut-être que jusqu'à présent vous continuez à appliquer et que vous jugez qui vous a vraiment servi au cours de votre vie? Tout ça fait vraiment avec un pile l'amour et pas pour tout, mais pour ça on porter dans la vie l'autre monde autour de vous-même. Donc voilà, c'est ici qu'on va mettre un terme à l'émission d'aujourd'hui. Bon, j'espère bien que ce parcours vous a une fois encore démontré que derrière chaque leader, il y a des choix, il y a des doutes, il y a une manière de penser, il y a aussi les apprentissages, les choix et les mentors en fait. C'est ce que vous nous disiez. Donc, extrêmement important. Merci, M. Potin-Léon, d'avoir répondu à notre invitation et merci à vous tous d'avoir suivi cette édition. Je vous donne rendez-vous mardi prochain pour une nouvelle conversation avec un autre professionnel haïtien qui va une fois encore vous parler de son parcours en espérant arriver à vous inspirer. C'était Daphné Valsin.